Nous vivons une période de changement sans précédent qui impacte les commerçants et les consommateurs. Notre façon d'acheter, de travailler, d'interagir est en train d'être changée en profondeur par les nouvelles technologies. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler et explorer de comment l'innovation façonne le futur du commerce. On va partir de l'exemple des enseignes de l'association familiale Mulliez. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, l'AFM comporte plusieurs marques qui font partie de notre quotidien. Par exemple, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Flunch. Enfin, je ne vais pas citer la liste parce qu'elle est trop longue. Et il y a aussi des entités chez l'AFM, comme Values, qui favorisent les synergies entre leurs différentes enseignes. Et aujourd'hui, Romain Chaumet, que je laisserai se présenter, va représenter l'AFM au global. Alors, Romain. Bonjour, enchanté. Merci pour cette invitation. Donc, Romain Chaumet, j'ai 48 ans, j'ai 4 enfants. C'est comme ça qu'on se présente au sein de l'association familiale Mulliez. Et depuis donc 20 ans, j'ai eu la chance d'entreprendre de multiples fois sur la même thématique, systématiquement. C'est comment on met le digital, la data et l'intelligence artificielle au service de la transformation du retail et des retailers qui doivent systématiquement embrasser des nouveaux usages et des nouveaux modèles économiques. Et donc, inévitablement, j'ai croisé la route en fait, de toutes ces belles entreprises du Nord qui donc ont investi dans une de mes premières entreprises qui s'appelait Isance, fondée en 2005, qui faisait déjà du digital data marketing. Vous voyez, on est sur les mêmes sujets depuis un petit paquet de temps. Et ils m'ont demandé après, ils m'ont confié la création, la direction d'une autre start-up qui s'appelait Fashion Data, dont l'objectif est de mettre toujours, en fait, de construire des solutions métiers pour mettre la data et l'IA au service donc, de la performance de cette industrie qui, comme vous le savez, est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il faut absolument en fait, que ça change. Et donc, comment en fait, on peut construire des solutions qui aident par la technologie à améliorer en fait, ce secteur d'activité qui est en souffrance. Et cette entreprise a été rachetée par donc, Values, une autre scale-up de l'AFM. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais c'est donc une alliance technologique et humaine qui met aussi donc, la data et l'IA au service de la connaissance client. On a vu, c'était essentiel. Et donc de la transformation du retail vers ce qu'on appelle aujourd'hui un commerce plus durable et plus responsable. Et je suis donc au sein de Values, responsable donc, du conseil, de la marketing et de tous les nouveaux produits qui peuvent aider dans ce sens-là. Voilà pour mon parcours. Merci. J'ai une première question pour toi. Et c'est la suivante. Quelle est la vision de l'écosystème des entreprises Mulliez sur le futur du commerce et en quoi l'innovation tech va vous aider? Alors, c'est vrai que cette évolution du commerce, on essaie toujours de se projeter. Vous allez le voir, je vais régulièrement insister sur le fait de se projeter sur le long terme, en fait. Donc, une évolution, une projection toujours du commerce, vous le savez, c'est passer d'un commerce qui était dit comme un commerce de grande consommation, un commerce de masse, à un commerce de plus en plus personnalisé, de plus en plus individualisé. Les gens ont envie aujourd'hui d'avoir une relation de proximité avec les commerçants, de revivre peut-être, de retrouver ce qui faisait la qualité d'un relationnel, d'un commerce dit de proximité. Mais aujourd'hui, dans un monde totalement digital, comment on recrée cette proximité, cette individualisation des relations? Et bien sûr, là, on l'a dit, l'IA, le digital, toute cette personnalisation de la relation est indispensable. Mais pensez aussi à la personnalisation dans la fabrication. Je pense qu'on serait trop frustré si on ne pouvait pas choisir la couleur de sa voiture, comme à l'époque. Donc des enjeux aussi sur l'industrie 4.0 et la capacité finalement à produire des variations multiples en fait, d'objets. On peut même aller jusqu'à graver, comme vous le savez, certains de ces accessoires quand on les achète. L'autre élément en fait, qui est très important, c'est de passer en fait, d'un commerce de consommation, d'achat, de possession, à un commerce en fait, d'usage. Et vous voyez cette grande évolution aujourd'hui. Alors, pour que tout le monde le comprenne, si on prend une société comme, bien sûr, des sociétés comme Google et les autres, ils ne sont pas que fournisseurs de solutions, même Apple, on ne vend pas qu'un ordinateur, on vend des services et des usages autour de ces produits. Et bien sûr, le retail va dans cette même direction.
Decathlon est très intéressé par l'usage de ces produits. C'était les premiers à s'intéresser. Ils ne parlent pas de consommateurs, mais d'usagers quand on parle en fait de leurs clients. Ça n'existe pas le mot client chez Decathlon. Mais on a la même chose aujourd'hui, bien sûr, dans l'alimentation. On va s'intéresser à la façon dont on vous accompagne dans votre bien consommer, en fait, bien vivre. Et puis, on va le décliner dans tous les domaines. Pour l'habillement, par exemple, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites de vos vêtements. Et puis, on parlera bien sûr après du recyclage de la seconde main, qui est aussi indispensable dans ce domaine. Et l'autre élément, évidemment, indispensable, l'évolution du commerce, c'est sa relation avec l'environnement. Le retail et la grande consommation a certainement été un vecteur de déséquilibre en fait aujourd'hui dans notre relation à notre planète. Je pense qu'on est tous terrorisés de voir tout ce plastique et ces sacs qui flottent au fond de nos océans. On ne veut plus aller dans cette direction-là et le retail, à nos yeux, doit se réapproprier en fait une place majeure, un rôle, un impact positif dans l'environnement. Et donc, comment on va pouvoir réconcilier l'environnement, le retail, et notamment le réconcilier aussi avec la performance économique. Comment on a des entreprises qui sont dites éco-rentables. Sans rentabilité, il ne peut pas y avoir en fait, d'écologie. Et aujourd'hui, cette écologie doit être une contrainte en fait, dans la performance des entreprises. On appelle la performance extra-financière. Voilà les trois grands piliers en fait, dans l'évolution, à nos yeux, du commerce pour les prochaines années. Merci. Quand on avait préparé cet échange, tu m'avais parlé d'un exemple qui m'avait beaucoup marqué. Sur l'environnement, oui, effectivement. Chiffré, parce que je pense que ça va peut-être parler aussi à l'audience. Justement, sur cette relation à l'environnement, il faut imaginer que pour un grand retail, un grand acteur de la mode, mais qui est que dans le top 5 français, quand on améliore de 1, 2, 3% en fait, sa performance, à savoir ajuster les bonnes quantités à la demande, donc réduire les invendus, réduire le gâchis en règle générale, juste sur ce textile, c'est équivalent de plus d'une année de consommation d'eau potable pour l'humanité. Nos vêtements sont énergivores en termes d'eau, notamment. Et donc, voilà, c'est cet impact-là. Et c'est vrai qu'avec nos équipes, on leur dit, on va revenir sur la data à l'IA, mais vous connaissez la formule du battement de papillon qui crée en fait un ouragan à l'autre bout de la planète. Mais inversement, un battement d'aile algorithmique peut créer un oasis au Bangladesh ou dans d'autres pays. Donc, on a entre les mains des outils fantastiques pour réinverser en fait et reconstruire ce qu'on a certainement abîmé durant ces 50 dernières années. Alors là, c'est une vision très écosystème Mulliez. Ce qui serait également intéressant d'avoir, c'est la vision pour toute l'industrie en fait, du commerce. Selon toi, quels sont les plus grands défis auxquels les commerçants sont confrontés aujourd'hui ? Alors en fait, ces défis, c'est vrai qu'on travaille donc sur Values, on travaille pour l'association, mais plein d'autres entreprises. Un des très grands défis, vous connaissez peut-être cette théorie, ce qu'on appelle un monde VUCA, donc volatile, incertain, donc uncertain en anglais, complexe et ambigu. Et c'est très certainement ce qu'on vit aujourd'hui, une accélération en fait de cette contrainte VUCA. Donc le volatile, on en a parlé, aujourd'hui l'inflation est la première préoccupation bien sûr pour les commerçants et surtout les consommateurs. Et les commerçants doivent continuer à jouer leur rôle, permettre au plus grand nombre, idéalement à tous, d'accéder notamment aux biens de consommation essentiels sans devoir finalement renier à un certain confort, un certain plaisir dans la vie. Donc ça, c'est un rôle majeur. Il faut travailler, pas se battre forcément, mais collaborer avec les fournisseurs, les industriels. Comment on fait pour maintenir cette inflation ? Mais il y a aussi cette côté en fait incertain. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe, on est obligé de le constater. Ça a créé un impact très important de beaucoup d'entreprises. Et vous savez que voilà, c'était compliqué en fait de pouvoir préserver l'approvisionnement, les ressources, et puis d'un autre côté aussi, mais les emplois, même si ce sont des pays qui sont en guerre, il y a des emplois, il y a des familles là-bas qu'on doit continuer à qui on doit donner en fait encore du travail. Et puis, il y a une complexité. Le digital, bien sûr, on l'a vu, est un phénomène de complexité. L'omnicanalité est une complexité pour répondre en fait aussi à ces nouveaux besoins de consommation.
Il y a certains appartements à New York où il n'y a plus de cuisine, puisqu'on se fait livrer tout. Donc voilà comment on s'habitue en fait à ces nouveaux modes de consommation. Et le digital est partout, on a tout digitalisé, la relation, la transaction, l'approvisionnement, même certains services produits sont digitalisés, la musique qui n'est plus physique. Donc c'est un vrai vecteur de complexité qu'on doit intégrer. Et l'ambiguïté, elle est partout. Elle est bien sûr, on l'a dit, dans cet équilibre entre la performance économique et environnementale, mais elle est aussi dans l'ambiguïté chez le consommateur qui veut un produit voire recyclé et durable. Donc les extrêmes dans la mode, c'est Vinted d'un côté et puis Shein de l'autre. C'est voilà, je veux acheter de seconde main et j'achète aussi des produits qui ont un impact environnemental monstrueux. Donc comment on arrive en fait à accompagner le consommateur qui veut manger. Vous savez, il y a une pub qui circule qui est amusante en ce moment, c'est est-ce que tu vas acheter bon mais cher ou pas bon et moins cher. Ben voilà, on doit aussi trouver cet équilibre entre le bon et raisonnable. Et ça, c'est un des combats et des défis pour les prochains mois et prochaines années, en tout cas. Merci. Alors, comment l'écosystème, justement, des entreprises de l'AFM fait pour résoudre ces défis? Alors, cet écosystème, je les insiste, hein, ce sont des entreprises autonomes. Donc, on ne peut pas toujours parler en leur nom en tous. Donc, je m'excuse déjà pour celles que je n'aurais pas pu citer. Mais si vous voulez des clés de lecture, moi, je reprends souvent l'exemple d'un livre qui s'appelle Good to Great, de la performance à l'excellence. Un livre qui a quand même une grosse quinzaine d'années aujourd'hui, mais qui est très intéressant et qui a étudié en fait en quoi les performances, en quoi des entreprises pouvaient surperformer pendant 10, 15 ans, 20 ans d'affilée par rapport à leur marché. Il y a 3 idées majeures qui conviennent très bien, je pense, à la lecture de l'innovation de ces entreprises autonomes de l'AFM. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle en fait le concept du hérisson. La force de ces entreprises, c'est de faire du commerce de grande consommation. C'est leur ADN et ils cherchent cette utilité pour le plus grand nombre. Et le plus grand nombre et l'utilité du plus grand nombre pour les personnes, pour les individus, c'est ancré en eux, c'est leur clé de lecture dans tout acte, dans toute phase d'innovation. Pour donner un exemple, on en a parlé, c'est Flunch a été créé pour qu'une famille française puisse aller au restaurant pour 10 francs. Il n'y avait pas d'enjeu économique en fait derrière la création de Flunch au départ. Donc, c'est des entreprises qui, à chaque fois qu'elles veulent innover, se rappellent qui elles sont, ce qu'elles font. Vous verrez certainement jamais, mais on ne sait jamais, mais pour l'instant, jamais d'entreprise de cet écosystème dans le luxe. Ce n'est pas dans leur vocation. On ne dit pas que le luxe est mal, on dit juste que ce n'est pas leur vocation. Donc voilà, se rappeler qui on est, le concept du hérisson est très important. Et dans des exemples d'innovation qu'on pourra citer après, on le redira. Deuxième élément, c'est la roue d'inertie. C'est de faire attention de ne pas avoir ce phénomène de girouette et de changer de stratégie ou de direction tous les 4 matins. Ce sont des grands paquebots, plusieurs centaines de milliers de collaborateurs dans le monde quand même, et des milliers de magasins. Donc, on ne peut pas changer de direction tous les 4 matins. Et pourtant, dans un monde VUCA, il faut de l'agilité et de la réactivité. Donc, en fait, c'est une lecture de l'innovation sur le long terme. Cette innovation, ce sont plutôt des marathoniens de l'innovation et pas des sprinteurs. Ils ne cherchent pas la dernière technologie à tout prix, mais comment une technologie peut, en profondeur, s'inscrire dans leur processus métier. On va prendre un exemple très simple chez Decathlon. C'est une entreprise qui a investi très tôt dans ce qu'on appelle le RFID. Donc, ces petites étiquettes en fait, qui rendent unique en fait, chaque article et qui rendent une traçabilité de bout en bout du fournisseur, la logistique à l'achat. Et cette étiquette RFID qui équipe vos appareils, quand vous les achetez chez Decathlon, vos vêtements, est pratique aujourd'hui pour l'usage. Qu'est-ce que vous faites de ces appareils, de ces outils, de ces vêtements, de ces articles de sport? On peut les interconnecter avec un téléphone si on veut comprendre, avoir un manuel, etc. etc. Vous connaissez tous la tente Quechua qu'on lance, qui s'ouvre toute seule. On se demande toujours si on va être capable après de la refermer. Voilà, vous avez une puce qui vous permet tout de suite d'accéder à la petite vidéo qui vous montre qu'en 2 coups de main, c'est aussi simple de la replier que de la déplier. Donc ce sens de l'innovation dans la durée, c'est une clé de lecture, et donc la roue d'inertie de l'innovation est certainement un des critères dans cet écosystème. Donc en fait, il ne faut pas répondre aux sirènes, il ne faut pas nécessairement répondre aux sirènes de ce qui est dans l'air du temps et à chaque fois garder le cap, quoi. Disons qu'il faut savoir s'intéresser sur l'utilité.
Et c'est vrai que cette lecture de l'utilité, ils prennent le temps de l'analyser. Je pense qu'ils sont très au fait de tout ce qui se passe et ils testent immédiatement tous les nouveaux outils qui peuvent apparaître. Bien sûr, les IA génératives, on en parlera certainement, sont déjà testés en long et en large dans ces entreprises, mais ils sont en quête d'utilité et de sens avant peut-être de l'intégrer ou d'en faire de la communication. Et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle la métaphore du bus. C'est qui on fait monter en fait dans les entreprises. Et ce sont plus que des bus, eux, ce sont des milliers de bus avec plein de collaborateurs. Et ils s'appuient sur leurs collaborateurs pour innover. C'est une approche d'innovation bottom-up. Ils valorisent énormément les gens qui passent du temps dans les magasins. En fait, d'ailleurs, quand vous êtes en Californie, on vous demande votre numéro de salarié dans des grandes boîtes de la tech. Je suis numéro 10 chez Dropbox. Dans l'écosystème, dans cet écosystème-là, en fait, vous donnez votre nombre d'années sur le carrelage. Donc, quand j'ai 17 ans de carrelage, c'est-à-dire que j'ai passé 17 ans dans les magasins. Et ça, c'est très important pour eux, puisque c'est cette connaissance du geste du commerçant, de la connaissance du client, la connaissance de la réalité en fait du terrain. Et l'innovation doit partir en fait de ses collaborateurs, ce qui est une clé de lecture, clé de succès souvent après dans l'adoption et dans la conduite du changement. On a vu que c'est un des critères majeurs. Quand l'innovation vient des collaborateurs, l'adoption est toujours beaucoup plus facile. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement en fait, des exemples d'innovation chez vous? Tu as commencé à en donner, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus? Il y a plein d'innovations connues, effectivement. Alors, peut-être celle qui vous parlera, il y a des entreprises qui sont toujours vues comme plus innovantes que d'autres. On a parlé de Decathlon. Il y a un autre axe d'innovation très intéressant chez Decathlon, toujours lié à leur ADN. Donc, l'ADN de Decathlon, c'est écrit partout, c'est permettre au plus grand nombre d'accéder au plaisir, aux bienfaits du sport. Ça les guide depuis le premier jour. Et du coup, quand vous arrivez en Inde, vous ouvrez des Decathlons et qu'une paire de running en fait coûte 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire en fait pour un Indien, qu'est-ce qu'on fait? Une innovation très simple, c'était une innovation de la confiance. On va voir après qu'il y a du digital, mais c'était de dire aux gens, prenez la paire de baskets, allez courir. Si ça vous plaît, vous me la ramenez et vous la payerez. Et cet acte de confiance, en fait, dans une culture aussi qui est très basée sur la confiance, semble-t-il, je ne connais pas très bien, a permis en fait aux gens d'acheter des chaussures en étant certains en fait qu'ils en auraient l'usage et le plaisir. Et ça s'est propagé. Aujourd'hui, les décathlons, dans beaucoup de pays où le pouvoir d'achat est plus faible, sont accompagnés de pistes de sport à côté du décathlon pour pouvoir tester l'appareil immédiatement. On a d'autres exemples aussi. Donc maintenant, aujourd'hui, sur la seconde main, la location. Et aujourd'hui, on va proposer de louer des articles plutôt que de les acheter. Et là, dès qu'on commence à passer à ce genre de modèle économique, on a la data l'IA qui arrive en fait à toute berzingue, puisqu'on doit réinventer des modèles économiques en entier. On doit réinventer la supply. Ce sont des entreprises qui n'avaient pas prévu de recevoir la marchandise de leurs consommateurs. Ce n'est pas des gens qui avaient prévu en fait de négocier l'achat d'un produit à leurs clients final. Donc on doit réinventer en fait beaucoup de choses comme ça. Et là, en fait, on fait des modélisations avec des tests. Le test aussi est très important dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, en Belgique, vous pouvez louer votre matériel. Il y a aussi des shopping shops, donc en fait des points de vente Kiabi qui accueillent du matériel de sport ou l'inverse, du Kiabi qui est vendu chez Auchan. Donc on teste beaucoup de choses comme ça. Et puis, est-ce que vous ne voyez pas dans cet écosystème qui sont ce qu'on appelle beaucoup les entreprises plateformes? Les entreprises plateformes, justement, c'est ce constat que chaque entreprise qui sont justement des entreprises autonomes ne pouvait pas, par elles-mêmes, en fait, toujours réinventer la roue et craquer la solution grâce notamment au digital et à la data qui sont exigeants en termes de compétences et de ressources. On vient encore de le voir. Et donc, ce sont des entreprises qui mettent en commun un enjeu. Par exemple, vous avez l'enjeu de la livraison du dernier kilomètre, qui est un enjeu majeur aujourd'hui dans le commerce. Ils ont créé une entreprise qui s'appelle Whoop pour ça, qui va en fait qui est une marketplace de mise en relation en temps réel entre le besoin d'une livraison, la taille, la distance, le colis, le délai, et puis les entreprises de transport qui vont pouvoir se positionner et prendre une transaction de livraison. Et ça, c'est mis aux dispositions de toutes ces entreprises de l'AFM, mais aussi par d'autres acteurs, puisque on est là pour chercher en fait des tailles critiques. On a une entreprise aussi comme Upstream qui met des moyens de paiement en fait collectifs, puisque le moyen de paiement aujourd'hui c'est clé. On a parlé de la fraude, la cyberattaque, de comment en fait on sécurise ce point clé dans le tunnel conversion et on le met en commun avec une entreprise comme Whoop. Et puis très concrètement Values, donc en fait dans lesquels je travaille,
Values, c'est une entreprise qui mutualise les enjeux data donc de toutes ces enseignes de l'écosystème AFM. Et donc, en fait, il faut savoir que chez Values, aujourd'hui, on a en notre possession 50 millions de profils clients uniques rien qu'en France, donc grosso modo tous les Français en mesure d'acheter, 25 millions de foyers, des milliards de transactions, et c'est une base de connaissances fantastique pour comprendre justement comment le commerce évolue, ce que les consommateurs attendent, comment on peut personnaliser, individualiser la relation avec les différentes marques. On fait pour ça des scores, des segmentations. On s'attache à comprendre leur appétence justement au bio, aux questions d'environnement, ou leur appétence par rapport au moment de vie, arrivée d'un enfant, déménagement. Tout ça, ce sont des points clés en fait dans la relation avec un client. Et pour ça, en fait, on a monté des plateformes technologiques très importantes, notamment justement avec Google, où on utilise une technologie qui nous garantit dans ce partenariat, en fait, la confidentialité de la donnée, c'est notre première préoccupation. Le respect de la réglementation et notamment la RGPD, qui sont des enjeux aussi majeurs. Les données, en fait, sont les données de nos clients consommateurs, pas des enseignes. La data vous appartient individuellement. Et puis aussi pouvoir construire des algorithmes de plus en plus sophistiqués quand on veut s'attaquer à la prévision des ventes à l'échelle de quasiment 20%, 25% de la consommation d'un pays comme la France. Il faut avoir des armes pour pouvoir en fait s'assurer qu'on aura des résultats pertinents et que ça fonctionnera tous les jours. Le retail, vous savez, est un métier très opérationnel. Donc, voilà des exemples parmi plein d'autres où la technologie est au service du commerce. Et en fait, quel est le rôle des collaborateurs? Parce que là, ça a l'air d'être très tech, mais concrètement, dans les magasins, comment ça se traduit? Alors, ça se traduit parce que on l'a vu, en fait, effectivement, les magasins et toutes ces générations qui arrivent sont très à l'aise avec les technologies. Donc, ils sont promoteurs de nouvelles solutions. Il y a toute la vague aujourd'hui des outils qu'on appelle no-code, où aujourd'hui, les générations sont capables en fait, de développer des propres applications depuis leur téléphone. Je vous invite à découvrir par exemple AppSheet au sein de Google qui permet de faire des applications depuis un fichier Excel, un fichier Google Sheet. Et donc en fait, on a des gens qui prennent des initiatives sur le terrain et qui montrent comment on peut faire en fait du click and collect très rapidement, comment on peut en fait transformer WhatsApp en un puissant canal de communication entre le consommateur et le responsable du rayon. Comment on met une pointe d'IA après dedans pour pouvoir diriger le consommateur vers le bon sportif dans un magasin Decathlon ou le bon boucher pour pouvoir en fait organiser une réception en famille. Donc tout ça en fait c'est des choses qui démarrent très concrètement. Une initiative récente, c'est avec mon téléphone, je scanne une étiquette de réception, par exemple, de produits de la mer, et immédiatement, je fais des étiquettes qui donnent les origines de tous mes produits, parce que la transparence et la confiance, c'est aussi quelque chose de très demandé par les consommateurs. Donc, ça arrive comme ça, en fait, des collaborateurs, mais les collaborateurs ne connaissent pas tout, et donc on construit aussi des écosystèmes avec des startups. Donc, chez nous, il y a une entité qui s'appelle The Field, qui est spécialisée dans la mise en relation, en fait, entre ces grandes entreprises et les startups, qui ont aussi d'autres regards ou qui amènent des innovations qui viennent peut-être d'autres continents. Donc, travailler avec des startups, c'est très important. Il faut savoir que l'AFM investit dans une plateforme qui s'appelle Euratech à Lille, où c'est un incubateur de startups. Mais ils investissent aussi dans des fonds d'investissement eux-mêmes, qu'on appelle les fonds apprenants, pour comprendre comment en fait, on arrive à financer l'innovation hors des entreprises, mais en s'assurant que cette entreprise sera de nouveau utile pour les enseignes de l'AFM. Est-ce que tu as d'autres exemples de comment l'AFM fait pour instaurer cette culture d'innovation? On a aussi bien sûr des enjeux de formation. Alors oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la conduite du changement, on l'a vu ici, la formation est essentielle. Chez Values, on a même créé en fait ce qu'on appelle Values Academy, et on passe beaucoup de temps à former des DG jusqu'aux collaborateurs dans les magasins aux enjeux de la data et de l'IA. Un collaborateur qui comprend pourquoi on va demander les coordonnées d'une personne, ce n'est pas de l'intrusion, ce n'est pas un système de type Big Brother, c'est parce que cette data va nous permettre en fait d'améliorer l'expérience utilisateur du consommateur, va l'inciter à ramener son vêtement, à accélérer la chaîne de recyclage. Quand ils ont finalement la connaissance et la compréhension globale de ce qu'on fait avec cette data, avec ces algorithmes, et bien sûr, il y a une adhésion beaucoup plus forte, une inclusivité, comme on dit maintenant, à ces programmes de transformation. Et là,
comme tu le sais, pour l'Axel, c'est très important aussi de penser aux petits commerçants. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner en matière de technologie? Et est-ce que tu penses qu'en fait, ils peuvent se développer sans technologie? C'est quoi ta vision là? Alors, premier point, c'est l'utilité. Je pense que cette innovation, faut toujours la regarder par l'utilité. Je dois vous avouer que je m'interroge sur, par exemple, la vaisselle connectée qui m'envoie un message en me disant la vaisselle est terminée. Je sais jamais trop quoi répondre. Est-ce que je mets un pouce en disant bravo ou, ce que j'aimerais, moi, c'est que mes enfants vident le lave-vaisselle automatiquement, mais ça, j'ai pas trouvé encore l'algorithme pour ça. Mais voilà, l'utilité. Toute innovation utile sera vraiment un gage de valeur ajoutée pour l'entreprise. Deuxième élément, c'est cette innovation, elle est accessible à tous. Les barrières technologiques se sont effondrées, notamment grâce au cloud computing et des acteurs comme Google qui sont des entreprises qui, justement, sont parties du consommateur, connaissent le consommateur et qui ont mis leurs propres outils à disposition des entreprises. Donc, il faut les adopter. Il y a des tutoriels sur YouTube de tous les jours qui vous permettent de comprendre comment on peut mettre ces technologies au service de l'innovation. Donc, moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube à comprendre à quoi peut servir cette technologie. Qu'est-ce que ChatGPT et comment on peut utiliser. Et puis, une fois qu'on a compris, on est complètement dingue de ça. Il y a Bart qui arrive bientôt et qui nous permettra aussi de ChatGPT de Google. Voilà. Donc, il faut rester informé. Je pense que le devoir même d'un dirigeant est de devenir technophile, de ne pas toujours demander que à vos enfants qui en savent beaucoup, mais aussi à vos collaborateurs. Et vous-même, vous devez devenir en fait conscient de l'impact de ces technologies. Et après, ces mises en œuvre sont très simples, très peu coûteuses. Il y a des briques de plus en plus sophistiquées qui se combinent toutes seules pour faire des parcours complets d'achat. Vous avez vu la place des éditeurs qui remontait dans le baromètre. C'est vrai. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. C'est toujours beaucoup plus simple. Je suis toujours sidéré à quel point quelqu'un peut être à l'aise avec son téléphone dans sa vie privée. Quand c'est un dirigeant d'entreprise, il fait plein de choses avec. Et puis, quand il rentre dans son bureau, il pose son téléphone et il devient techno-frileux. Et il pense que tout projet toute proposition technologique qui lui est amenée par un collaborateur, par défaut, ça coûte cher et ça ne sera pas pratique. Donc, faut penser la technologie comme on l'utilise dans son quotidien. Et aujourd'hui, en plus, encore une fois, on revient sur ces technologies d'IA générative. Ce qu'on appelle donc ChatGPT, c'est ce qu'on appelle des IA génératives, des LLM, Large Language Model. Il faut bien comprendre qu'elles vont rendre la technologie encore plus accessible. Le langage naturel devient le nouveau langage de programmation. Vous savez parler, vous savez coder. C'est la réalité de ce qui arrive en fait aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, penchez-vous sur ces outils-là. Donc ça, c'est un conseil. Un avertissement, c'est que si vous ne le faites pas, vous risquez de le payer cher. Aujourd'hui, la performance des entreprises est souvent liée à leur capacité à adopter ces nouvelles technologies. C'est une contrainte aujourd'hui. On peut discuter du point de vue philosophique si c'est bon ou pas pour nous. Opportunité. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité nécessaire et il n'y a plus vraiment de raison de ne pas le faire. Toute petite entreprise, avant d'être une grande entreprise, c'était des petites entreprises. Et souvent, une petite entreprise est devenue une grande entreprise grâce à l'innovation et les dernières grâce à la technologie. Donc, n'ayez pas peur. Merci Romain pour ce partage. Ça se sent que tu es un geek et un tech enthousiaste. Oui. Il y a des nouvelles technologies qui émergent en permanence. Donc, on a parlé de Generative AI. Et elles permettent aux entreprises d'atteindre plus facilement, plus efficacement les consommateurs. Ces derniers, ils veulent plus de confort, d'utilité. Ils sont soucieux de l'environnement. Et ce sont les entreprises qui intègrent la technologie qui seront le plus à même de répondre à cela.